Nous commencerons ce webinaire en vous souhaitant la bienvenue. Vous êtes nombreux à vous inscrire à l'événement de ce jour. Nous vous disons merci. Merci de participer à ce webinaire consacré aux outils no-code indispensables aux journalistes et qui pourraient leur faciliter au quotidien la pratique du métier, leur permettre d'automatiser des tâches, d'extraire des données et de faire plein d'autres choses que nous allons découvrir ensemble avec notre invité qui n'est pas journaliste, mais qui est expert en automatisation, no-code et intelligence artificielle, Monsieur Chelumiel Agbodjan. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chelumiel Agbodjan. Votre micro n'est pas activé. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Oui, bonjour, euh, Monsieur Balao. J'espère que vous vous portez bien. Je vais à Chez moi, merveille. ça va. C'est un réel plaisir pour moi d'être là, partager un peu d'expérience et échanger un peu avec les experts, les journalistes du monde. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour participer encore une fois à ce webinaire. Comme je viens de le dire, vous êtes un expert en automatisation no-code et intelligence artificielle. Vous êtes le fondateur de No Code Future et développeur des stratégies d'automatisation alimentées par l'intelligence artificielle. Vous donnez des cours aussi dans une université au Sénégal. Vous êtes formateur au programme Force N de l'Université numérique tchèque Amadou Khan. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour partager avec des journalistes les outils qui pourraient leur aider à mieux travailler, à mieux structurer leur travail et aussi à perfectionner leur pratique du métier. Nous rappelons que ce webinaire est organisé par le Forum Pamela Award d'Iginet sur le reportage des crises. Iginet, c'est le réseau international des journalistes qui est une initiative portée par le Centre international pour les journalistes CFD qui est basé à Washington et qui rassemble des journalistes chaque semaine pour leur offrir des outils, des compétences, des expertises qui permettent aux journalistes de pratiquer un journalisme de qualité. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, notre invité, il n'est pas journaliste, mais l'expert en automatisation no-code et il va partager avec vous des outils no-code qui vous permettent d'aller plus vite dans votre travail, de gagner du temps. Je suis aussi Balao. La plupart d'entre vous, je présume, me connaissent déjà. Je suis le directeur de ce forum qui organise ce webinaire. Et ensemble, nous allons découvrir avec notre invité de ce jour les outils no-code qui sont essentiels, indispensables et importants pour nos journalistes. Monsieur Chelumiel Agbodjan, je vous donne la main pour que vous puissiez partager votre écran avec nous. Euh, voilà, là c'est tout bon, c'est parfait. OK. Euh, Un instant. Pendant que vous êtes en train de préparer votre PowerPoint ou de l'afficher, nous souhaiterions rappeler aux participants que vous aurez la possibilité de poser des questions à notre invité dans les 15 dernières minutes avant la fin de cette session. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo en direct pour ceux qui nous suivent dans le groupe privé. Mais pour ceux d'entre vous qui nous suivent directement via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Et déjà, si vous connaissez des outils no-code que vous utilisez ou des outils auxquels vous avez recours, n'hésitez pas à les mentionner dans la boîte de chat. Monsieur Chelumien, c'est à vous. Alors, je suis en train de switcher là avec D'accord. notre... Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Non, pas encore. Pas encore. Vous avez désactivé votre écran parce que là, on n'a que votre profil qui s'affiche. OK. Un instant. D'accord. Alors, dites-moi Voilà. si vous voyez mon Voilà, écran. là c'est parfait. J'arrive à voir votre écran. Et c'est pareil pour les participants. C'est génial. Parfait.
C'est bon? Oui, c'est bon. OK, merci à tous pour cette occasion. Je pense que cette première expérience sera beaucoup plus une expérience de partage d'informations. D'accord? On va essayer de parler un peu plus du no-code et en fonction de la finalité de ce qu'on aurait pu retenir à la fin, on va beaucoup plus orienter les prochains webinaires sur des outils et être beaucoup plus niché. Donc, merci pour cette occasion. D'accord? Moi, c'est chez Lumière Lagoudian. Et ce que je fais, c'est que je permets aux entreprises et aux particuliers de réaliser des tâches fastidieuses et répétitives sans une ligne de code. Et vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer un certain nombre de juste, un certain nombre de choses. Si avec le timing qu'on a, vraiment, c'est un peu serré, mais on va essayer de faire beaucoup de choses ensemble. Et donc, je combine à la fois expertise scientifique et no-code. Déjà, à la base, je suis un scientifique. Je suis dans tout ce qui est agriculture de précision par drone. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec le no-code et l'IA? Euh, à côté, je suis passionné par tout ce qui est business en ligne. Et donc, à un moment, il fallait automatiser tout cela, tout ce que je faisais. Et c'est là que j'ai découvert le no-code. Ça fait bientôt 4 ans et je me suis accroché. J'ai commencé par bidouiller un certain nombre de choses. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire, bon, de façon un peu soft. Et voilà où j'en suis actuellement. Donc, l'autre chose, c'est que j'aide l'équipe de formation sur les outils low-code et no-code au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal dans le programme FOSSEN qui accompagne les milliers de jeunes africains à leur insertion professionnelle. Voilà. Donc, pour être bref et pour qu'on puisse aller à des choses plus intéressantes, donc je vais continuer rapidement. Et donc, nos objectifs, nous avons deux objectifs principalement aujourd'hui, c'est de comprendre l'importance et l'utilité des outils no-code pour le journalisme et apprendre à utiliser quelques outils no-code spécifiques pour la visualisation des données, l'automatisation et la gestion de contenu. D'accord? Notre roadmap sera tournée essentiellement vers, nous allons faire une petite introduction du no-code, voir quelques outils no-code, faire quelques études de cas pratiques et on va se tourner vers les questions. D'accord? Alors, cette première image, ça vous dit quoi? Je ne sais pas s'il y a des gens dedans qui se sont déjà amusés à voir un peu le code. J'ai un petit souci avec Zoom qui est en train de switcher dans mes écrans parce que j'ai deux écrans devant moi et il est en train de me faire un tour là. Je ne comprends pas pourquoi. J'espère qu'il n'y a pas trop d'affichage dans l'écran de votre côté. C'est bon? Monsieur Balao, votre micro est coupé là. Oui, c'est bon. OK. Il n'y a qu'une seule affichage. Ah, OK. Chez moi, il est en train de m'afficher des boutons par-ci, par-là. Je sais pas si c'est Si parce que on- vous m'avez nommé comme... ce que je vois là devant mon écran, ce sont les outils no-code pour les journalistes avec des codes à OK. gauche et à droite. Il y a Super. 10 ans, il fallait connaître le code. D'accord, super. Ah, donc, à titre introductif, vraiment, c'est pour dire que il y a 10 ans, par exemple, quand vous devez développer une solution, il fallait forcément coder. Et l'image que j'ai mise là, c'est pour montrer que réellement, quand vous rentrez dans votre navigateur, j'avais prévu de vous le montrer rapidement, mais bon, l'outil ne me permet pas de le faire. Mais vous allez voir que dans votre navigateur, tout est basé sur du code. Vous utilisez du code pour développer, pour utiliser un site web, pour créer une application, pour faire un tas de choses. Mais nous sommes passés à une autre évolution depuis un bon moment où toutes les solutions sont devenues un peu plus visuelles, d'accord? Mais au départ, c'était comme ça. Et donc, vous devez forcément maîtriser le code. Voilà, c'était la contrainte. Ce qui a commencé par changer. Et les statistiques ont montré qu'actuellement, dans le monde entier, nous sommes 0,97% novices, d'accord? Vous et moi y compris, qui ne maîtrisons pas le code, et 0,3% de la population mondiale qui sait coder. Ce sont des chiffres vraiment très, très, très faibles. Malheureusement, je ne fais plus partie de ces 0,97%. Je vais me trouver un pourcentage certainement.
Parce que je ne sais pas coder, mais je sais développer des solutions sans coder. Donc, je ne fais plus partie des novices du code. Et donc, voilà un peu brièvement ce qui se passait dans le monde classique du code. L'autre chose en plus de ça, c'est que le code classique demandait de comprendre trois environnements principalement. Vous avez la partie du front-end qui prend en compte la visualisation. Vous avez la partie du back-end qui contient la base de données et vous avez la partie de l'automatisation. C'est ce que font les développeurs généralement. Vous allez voir dans une équipe de développement, il y a une partie qui fait le design, il y a une autre partie qui s'occupe euh, de la base de données et il y a une autre partie qui s'occupe de l'automatisation. Dans le no-code, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est le même principe qui est derrière tout cela, juste que c'est l'approche ou la manière de faire qui change. Vous voyez un peu? Et donc, euh, je voulais vraiment vous montrer cela. Alors, c'est quoi le no-code? Le no-code, c'est du développement visuel, d'accord? C'est du développement visuel, c'est une approche de développement de logiciels qui permet aux utilisateurs de créer des applications, des sites web, des automatisations et des solutions numériques sans avoir besoin d'écrire du code. C'est la définition la plus simple que j'ai à vous présenter du no-code. Et si vous voyez l'image que j'ai à côté de moi, vous allez voir que la solution qu'on veut présenter, c'est celle-ci. On veut avoir une solution qui présente un logo, quelque part là, des options, des boutons d'options ou bien des boutons de fonctionnalité, d'accord? Vous avez un profil, vous avez un message test, vous avez une image, vous avez un test, ainsi de suite. Vous voyez? C'est ce qu'on veut faire. Mais l'outil nous donne différentes parties. Vous avez une partie ici, vous avez les fonctions là, vous avez une autre partie, d'accord? On appelle ça souvent des cadrans. Bon, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Ici, c'est une partie qui vous donne la photo de profil ou bien l'image à insérer. Et donc, vous voyez, pour venir à cette finalité, vous êtes obligé de prendre un module ici que vous allez déplacer, vous l'amenez, vous construisez votre application. Vous venez quelque part ici, vous avez besoin du test, uniquement du test. Vous prenez juste le bloc qui permet de créer du test, vous l'amenez et vous mettez juste pour construire votre application. C'est ça, tout simplement, la définition du no-code. C'est du développement visuel. Vous utilisez des blocs qui existent déjà, vous les déplacez, vous construisez votre outil et vous le customisez à votre manière. C'est la définition la plus simple du no-code. Alors, aujourd'hui, nous avons une panoplie d'outils no-code qui sont disponibles. D'accord? Il y a Webflow, que vous allez beaucoup entendre parler si vous faites des recherches. C'est le number one actuellement pour tout ce qui est développement de sites web. Une chose que j'ai oublié de dire depuis, c'est que la plupart d'entre nous, nous faisons un peu du no-code sans le savoir. Quand je prends par exemple WordPress que nous utilisons pour la plupart du temps, WordPress c'est du no-code. Mais bon, on ne sait pas. Ça fait partie des outils no-code. Donc, Webflow également, c'est un outil qui permet de créer des sites web, d'accord? Et vous allez le voir, il y a plein de tutos sur ça sur YouTube. Il y en a plein de vidéos qui ont abordé Webflow, qui ont montré ses performances. Donc, je ne vais pas m'accentuer sur ça. Vous pouvez quand même noter si c'est un truc qui vous intéresse, si vous voulez aller vers du développement de sites web ou bien vous voulez lancer un projet rapidement, Webflow pourrait vraiment vous convenir. Bubble a pris un grand avantage ces derniers temps et Bubble, actuellement, je crois, en France, il y a la possibilité d'être développeur no-code Bubble et c'est devenu vraiment, il y a une grande vulgarisation autour de cet outil-là. Et donc, c'est l'outil phare du no-code actuellement. Bubble. Vous avez Wix qui aussi n'est pas un petit dans le développement de sites web. Beaucoup l'utilisent pour faire leur site web, leur landing page, des sites e-commerce et tout ça. Vous n'avez pas besoin de connaître le code avant de le faire. Vous avez Make. C'est avec Make qu'on va un peu s'amuser tout à l'heure, si le temps nous le permet vraiment. C'est un outil d'automatisation. D'accord? Si vous maîtrisez Make, je vous assure tout, vous ne serez plus jamais ennuyé. Make, d'accord? Il y a Slack.
Slack, je sais que la plupart d'entre vous, vous travaillez en équipe, vous utilisez Slack pour gérer vos transferts de données, communiquer entre équipes. Et donc, c'est aussi un outil de no-code, d'accord? Et je vais vous montrer une automatisation, un truc simple. Vous allez voir, en fait, quand vous dites à des développeurs qu'ils vous fassent quelque chose, vous allez comprendre, en fait, qu'est-ce qu'ils font derrière pour que vous ayez ces résultats-là. Vous avez Zapier aussi, qui est une baleine, OK? Dans tout ce qui est automatisation. Il est le grand frère de Make. Seulement que ces tarifications font que actuellement beaucoup sont en train de migrer vers Make et aussi l'interface qui est devenue un peu, je ne veux pas dire chelou, mais quand même qui est un peu, qui rend un peu l'utilisation de Zapier compliquée pour certains, pour certains. Pour moi, par exemple, je préfère Make, d'accord? Mais Zapier a plus d'outils dans son interface. Vous allez comprendre un peu aussi pourquoi je dis ça tout à l'heure. Donc, Integromat, c'est toujours le même nom de Make. Figma vous permet de faire du développement visuel, d'accord? C'est du UX design en no-code. C'est du UX design en no-code. Notion pour la gestion collaborative. Et Notion, je crois, c'était hier ou aujourd'hui, je crois, j'ai vu, à partir de Notion, maintenant, vous pouvez créer un site web. C'est un outil no-code très puissant, Notion. Notion, c'est un grand frère. Vous avez Flutterflow. Flutterflow pour le développement mobile. D'accord? Si vous voulez faire du no-code, vous voulez créer une application et faire uniquement du no-code, je vous recommande fortement Flutterflow, qui est très, 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 très utilisé pour le développement mobile. Ensuite, vous avez Adalo. Adalo également qui fait du développement mobile. Et vous avez Glide qui fait du développement mobile. On va utiliser Glide tout à l'heure. Vous avez Airtable qui fait la base de données. Je vous ai montré une image tout à l'heure. Le développement, c'est du front-end, du back-end et de l'automatisation. Donc, si vous voulez faire du back-end, de l'automatisation, il vous faut une base de données. Il y a Airtable qui s'utilise très bien. Il y a Zano, il y a Sopabase. Il y a plein d'outils et vraiment, faire une liste exhaustive de tout cela, ce sera compliqué. Quand même, retenez une chose. Quand vous faites de l'automatisation, quand vous faites du développement web, les outils no-code, il y en a à foison pour vous. La seule chose qui est importante à retenir, c'est que vous devez savoir quel est votre objectif. Est-ce que vous êtes vous êtes à l'aise avec les outils techniques? Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces outils, des outils techniques, c'est là, il va falloir chercher l'outil qui pourra vous aider à aller plus rapidement et plus facilement. Et donc, je vais vous montrer quelques trucs. Euh, Ce ne sera pas en mode formation pure, mais quand même, vous allez toucher du doigt à un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous me recevez toujours, Monsieur Balao. Est-ce que la communication passe? La communication passe parfaitement et je pense que c'est pareil pour les participants. OK. Je ne sais pas on peut mettre dans le chat un message pour me dire, OK, si ça va, le son y est, pour que je sois assuré que tout le monde me reçoit aussi. OK, parfait. Je vois des emojis là. OK. Donc, j'ai résumé rapidement 4 avantages du no-code, d'accord? Un gain de temps, l'autonomie, la productivité, l'efficacité et l'innovation. Euh, Vous comprenez un peu déjà pourquoi je dis tout ça. Euh, donc, gain de temps parce que vous pourriez aller plus vite. Vous avez besoin de développer un site web, ce qui, entre-temps, devait vous prendre peut-être un développement de 3 mois. Aujourd'hui, avec le no-code, vous le faites en une journée, en 2 jours maxi, en fait. L'autonomie, c'est que vous pouvez le faire vous-même. Vous avez envie de déployer une solution rapidement, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un développeur. Peut-être lorsque vous serez à un stade élevé, vous voulez customiser euh, votre outil. Là, vous cherchez un développeur qui vous aide à customiser ou bien vous avez beaucoup d'utilisateurs, vous pouvez changer de version. Mais pour le moment, si vous voulez lancer un truc, vous voulez faire un truc interne pour vous, vous n'avez pas besoin d'un développeur. Voilà la puissance des outils no-code. L'autre chose, la productivité et l'efficacité, vous allez le comprendre tout à l'heure aussi. L'innovation, on est d'accord. Si vous arrivez à construire votre propre chose,
tout le temps, vous pouvez chercher à optimiser des solutions adaptées à vos problèmes. Alors, il y a plusieurs questions à laquelle nous allons répondre et que vous vous posez certainement. C'est combien de temps vous pouvez, et que, bon, tout le monde, on se pose, c'est combien de temps vous pouvez gagner en automatisant vos tâches. Vous imaginez, vous et moi, généralement, on se lève le matin. Je pense qu'on tourne en moyenne, j'ai lu une statistique la dernière fois, on tourne en moyenne autour de 1h30 voire 3 heures de temps à, à checker nos mails, à vérifier nos mails, à vérifier nos factures, à vérifier un certain nombre de choses. Vous voyez un peu de temps? Vous voyez un peu? Donc, ça fait une perte de temps énorme quand vous calculez ça sur une semaine, un mois, une année. Vous aurez pu utiliser ce temps-là à faire autre chose, par exemple. Donc, il y a une autre question qui vient souvent, c'est combien de temps perdez-vous à développer votre LinkedIn page ou une application? Je vais vous montrer tout à l'heure qu'il est très, très facile aujourd'hui de le faire. D'accord? Ensuite, quel outil utiliser pour faire votre landing page? Ça aussi, ça fait partie des questions qu'on se pose. Comment vais-je pouvoir automatiser mes tâches? Euh, que voudriez-vous arrêter de faire? Qu'avez-vous envie de construire? Quelles sont vos tâches chronophages? Vous voyez, toutes ces questions-là tournent autour euh, de de la problématique du no-code. Et donc, c'est sur ça que nous allons essayer de répondre ensemble. D'accord? Alors, pour cette session, veuillez vraiment m'excuser. Je ne pourrai pas aller dans plusieurs applications, mais je vous propose quand même qu'on travaille sur 3 applications. D'accord? Je vais vous montrer comment les utiliser, comment les personnaliser pour vous-même et vous aider à résoudre vos propres solutions, à avoir vos propres solutions. Excusez-moi. D'accord? La première des choses, on va utiliser Airtable. Donc, on va utiliser Airtable. Airtable, c'est un outil de gestion de base de données, d'accord? Et aussi c'est un peu comme un Slack, un mini Slack ou un mini Notion, d'accord? On va utiliser Airtable. Ensuite, nous allons prendre les données que nous avons utilisées de Airtable, nous allons les amener dans Glide Apps. Et par la suite, nous allons faire du Make. Donc, je vais couper d'abord ma présentation. Je vais rentrer dans mon navigateur. Monsieur Balao, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Je suis dans mon navigateur là. Oui, votre écran apparaît toujours. OK. Donc là, je suis rentré dans Airtable. Bon, vous pouvez simplement, quand vous rentrez dans votre navigateur, à vous, vous pouvez faire Airtable, airtable.com, d'accord? Vous faites airtable.com, vous avez l'interface qui va s'afficher. Je crains que, ouais, chez moi, ça ne va pas venir, mais si vous faites airtable.com, vous allez trouver l'interface. Alors, pourquoi je n'ai pas voulu, je ne veux pas laisser cet écran-là, puisque nous sommes en train de faire un enregistrement, donc vous risquez de trouver des informations de mes clients, mais c'est assez intuitif. Vous pourrez rapidement vous connecter. Vous faites airtable.com. Bon, je vais me déconnecter rapidement. Je vais voir. Alors, voilà la plateforme airtable.com. Vous faites sign up. Vous allez pouvoir créer un compte facilement. C'est pas compliqué. Et c'est un outil dont le pricing, vous avez une version free, d'accord, qui vous donne 1000 records. 1000 records, je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est largement suffisant pour commencer. Quand vous allez rentrer dans beaucoup de données, vous pourrez passer à la version team ou à la version business. Mais là, avec la version free, franchement, vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, j'ai des clients qui sont passés à la version team après pratiquement plus de 6 mois d'utilisation. Donc, je pense que ça peut encore aller. OK, allons-y. Je voulais pas vraiment afficher tout ça. OK. Et donc, utiliser Airtable, je vais vous montrer rapidement un truc simple que vous pouvez faire
avec Airtable. Airtable, comme je vous le dis, c'est vraiment un outil de gestion de base de données. D'accord? Je vais utiliser un exemple tout simple pour qu'on puisse comprendre rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec Airtable. Et vous allez le customiser à votre manière. Parce que moi, je ne suis pas forcément, je suis pas journaliste. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous allez l'adapter à votre utilisation. Vous allez me faire des retours et ensemble, avec le, le réseau, ce qui a possibilité de le faire, on va travailler ensemble pour améliorer un certain nombre de choses. Alors là, l'outil nous permet de créer un tableau, un peu comme Excel, tout simplement. D'accord? Vous avez la partie données, d'accord, qui vous permet de voir vos données. Vous avez la partie automatisation à l'interne, d'accord, qui vous permet de créer une automatisation à l'interne. Vous avez la partie interface qui vous permet de voir, de voir un peu vos données, comment les afficher et tout ça. Donc, c'est un outil un peu complet, vraiment. Je le recommande fortement pour son utilisation. Comment ça marche? Je vais laisser ces deux tableaux-là, je vais utiliser ce tableau-là, mais après, on va utiliser ce tableau-là, d'accord? Je vais faire ajouter un tableau, vous allez voir, démarrer de zéro. J'ai un tableau, je mets journaliste, d'accord? Ou bien journalisme. Je fais ça, d'accord? Donc, bon, par défaut, il me donne trois colonnes. Je peux les personnaliser. Donc, voilà un peu comment vous l'utilisez. Vous faites juste ça, vous faites modifier le champ, vous nommez votre ligne. Donc là, si par exemple, je veux mettre euh, article à rédiger, d'accord? Article à, ou bien titre. Je mets titre des articles, rapidement, titre des articles, d'accord? Ici, c'est une note, d'accord? Donc, si c'est une note, je le laisse dans le type de champ, je le mets tête long, d'accord? L'autre, de ce côté, regardez par exemple, l'autre de ce côté, c'était titre de l'article et j'ai mis test sur une seule ligne. Donc, titre de l'article, j'estime ça. J'avais fait un peu du journalisme quand j'étais au collège. Le titre, ça ne devait pas dépasser un certain nombre de caractères. J'ai oublié beaucoup de choses. Donc, la note, quand même, c'est là où vous allez mettre peut-être une petite description. D'accord? Donc, je vais mettre une description là-bas. Le titre, je vais mettre les outils no-code. D'accord? Les outils no-code. Bon. Et donc, ici, par exemple, je peux modifier ceci. Je veux mettre peut-être, je veux séquencer, par exemple, ce tableau. D'accord? Je vais faire, par exemple, une sélection unique et je vais dire, OK, article, je vais changer la couleur. Je prends la couleur rouge. Je dis ici, article urgent. Vous allez voir où je veux arriver. Article urgent. D'accord? Article urgent, article euh, moins urgent ou bien quoi? Urgent, en cours, d'accord? En cours. Et donc ici, en cours, c'est en jaune. Et article, je vais faire short, livré, d'accord? Article livré, d'accord? Ici, je le mets en vert. Ça, c'est, je le mets en vert, d'accord? Je fais enregistrer. Donc, ça, c'est à signer. Donc, je vais mettre étape. D'accord? Étape, statut. Statut, je vais modifier le champ. Donc, je fais modifier le champ, statut. Je vais prendre un truc comme case à cocher. D'accord? Je vais prendre case à cocher pour dire, OK, faire. Je vais l'appeler faire. Donc, si c'est faire finalement, ou bien si je veux envoyer à la correction, envoyer à la recorrection, envoyer à la recorrection. D'accord? Voilà. Donc, j'ai mon truc qui est comme ça. Ça, c'est une vue gris de l'outil. Donc, ça vous montre un peu tout ce qui est dans la base de données. Donc, ici, je suis à l'étape article urgent. Je ne l'ai pas encore touché. D'accord? Je ne l'ai pas encore envoyé à la recorrection. Là, avec ces informations-là, je peux chercher à voir comment je peux visualiser cette information-là. Et regardez en bas quelque part ici, vous avez différents types de vues.
Je peux choisir une vue cabane. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ça vous permet de voir les différentes étapes de votre process. D'accord? Je fais une vue cabane. Je vais voir, je vais afficher quoi? Étape, d'accord? Étape de rédaction. Si je suis trop rapide, dites-moi, hein, c'est pour gagner du temps parce que vraiment, on n'a pas le temps. Donc, étape de rédaction. Si je fais étape de rédaction, je vais utiliser la colonne de mon tableau là qui s'appelle étape. D'accord? Et je fais terminer. Regardez ce qui se passe. De façon stratégique, j'ai article urgent, article en cours, article livré. J'ai mon article là, les outils no-code. D'accord? J'ai commencé peut-être à réécrire l'article. Les notes sont là. Euh, j'ai commencé, je glisse, je viens dans article en cours. D'accord? Quand je viens dans article en cours, je viens dans la base de données, vous voyez, ça vient article en cours. Je viens dans article livré et il est là. Donc, si je vais ajouter un autre, au lieu de repartir dans la base de données, je peux écrire ici rapidement et j'ai mon truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, par exemple, vous pouvez personnaliser en fait votre gestion de votre temps. D'accord? Gestion de vos projets personnels. Vous pouvez programmer un certain nombre de choses. Je peux même, dans ce tableau-là, ajouter les dates. D'accord? Je mets date, d'accord? Et je viens chercher le format de date qui est ici, date. Dans le type de format, je fais créer un champ. Donc, au niveau de date, par exemple, si je fais double-clic, d'accord? Je mets une date, je choisis par exemple, euh, j'ai choisi 19, c'est ça, le 19 juin, OK. Si je choisis 19 juin, je peux aussi venir faire une vue en calendrier ici. Calendrier, calendrier perso. D'accord? Calendrier perso. Je fais calendrier perso. Je choisis le champ date. D'accord? Le champ date et je fais terminer. Regardez, outil no-code vient s'afficher dans mon calendrier. Donc, j'ai mon calendrier personnel qui me permet de voir qu'est-ce que je fais et de comprendre ainsi de suite. La magie encore de cet outil, je vais passer à un autre niveau rapidement, c'est que vous êtes dans une équipe ou bien vous avez un client, je ne sais pas, vous avez un client ou bien vous voulez voir un peu le sommet de tout ça, d'accord? Vous pouvez faire partager une vue. Vous faites partager la vue, créer un lien vers la vue, d'accord? Vous faites créer un lien vers la vue et vous copiez le lien. Non, je fais copier le lien, d'accord? Et regardez, je l'envoie dans mon navigateur. Je fais ça. Et je peux l'envoyer à n'importe qui pour qu'il voit mon calendrier sans qu'il n'ait accès à ma base de données. Vous voyez, c'est des outils que vous pouvez utiliser entre vous ou bien vous avez un planning, vous voulez montrer à votre boss à quelle étape chaque élément est, vous pouvez utiliser ce genre d'outils-là pour voir. Donc, vous pouvez partager tout ce que vous avez dans votre base, même celle-ci, l'étape de rédaction et tout ça. Par exemple, vous êtes dans une équipe, vous voulez voir, on veut voir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est livré, qu'est-ce qui est assigné à quelqu'un. Vous pouvez faire partager la vue, créer un lien vers la vue, vous copiez le lien, d'accord? Vous l'envoyez, vous pouvez l'envoyer par email à la personne. Euh, je fais plus là, vous allez voir. Et la personne verra ça sans forcément aller dans votre base de données. Donc, c'est un outil très complet qui va vous aider énormément. L'autre chose, je vais rentrer dans les automatisations. Dans cet outil-là, je crée une nouvelle automatisation rapidement. On a tellement de temps. Donc, je suis là, quelque part là, je fais créer une automatisation. Il va me demander qu'est-ce qui sera le déclencheur de mon automatisation. Alors, moi, je dis, ce qui va déclencher mon automatisation, il y a plusieurs options. Il y a lorsqu'une entrée correspond aux conditions, lorsque quelqu'un a envoyé un formulaire, lorsque vous avez une entrée à créer, lorsqu'une entrée est mise à jour. Lorsque il y a plein de choses, je vous laisse le temps d'aller checker un peu, d'accord? Mais je peux mettre, par exemple, lorsqu'une entrée est mise à jour. Et je choisis ça. Lorsqu'une entrée est mise à jour, ça veut dire quoi? Je vais choisir le tableau, c'est le tableau journalisme. Je dis, par exemple, je reviens dans mon tableau. Je vais vous montrer ce que je veux dire.
Je viens dans mon tableau et je suis dans mon tableau là et je dis par exemple, OK, l'article est prêt. Moi, j'ai fini l'article de mon niveau et je dis que l'article doit est livré. D'accord? Donc, avant que l'article ne soit, ou bien, je dis un truc bête, avant que l'article ne vienne à l'étape de livrer, euh, peut-être il y aura une étape que je dois mettre quelque part là ou correction. Donc, quand ça vient à l'étape de correction, je clique peut-être sur le bouton là pour dire que j'envoie à la correction. D'accord? Le correcteur, lui, n'est pas dans ma base de données. Peut-être je vais lui faire une colonne et je vais mettre son email. Je vais faire petite colonne, je vais dire email. D'accord? Je fais email du correcteur. Je mets un truc hein, chez Lumière, arobase gmail.com. D'accord? Gmail.com. D'accord? Donc, le correcteur, il est là, quelque part là. Et moi, je viens dans mon automatisation. Ça, c'était fermé. Dites-moi hein, si c'est trop rapide. Moi, je calcule le temps. Alors, je suis dans mon automatisation. J'ai pris mon tableau, d'accord? Et je dis, je veux utiliser le tableau. Bon, j'utilise toujours sélectionner le champ, d'accord? Quand je prends le champ, envoyer à la correction, OK? Je peux dire, OK, examen de champ. Quand je vais cocher, d'accord? Quand c'est coché, regardez, quand le champ est coché, d'accord? Sélectionner le champ, je choisis le champ, correction. Quand c'est coché, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, je vais faire choisir une requête, je fais ça. Quand le champ est coché, je vais choisir une action qui va se faire. Envoyer un email. Est-ce que vous voyez un peu la puissance de ce que je suis en train de vous montrer? Donc, quand ce champ-là, quand je fais les paramètres et que je dis que ce champ est coché, on va automatiquement envoyer un email, d'accord, à notre correcteur ou bien à notre relecteur, d'accord? Et lui, on va paramétrer cet outil qui va envoyer un email, d'accord? On lui dit bonjour, veuillez checker votre email, vous devez recevoir, vous devez faire, ou bien vous lui dites de venir faire la correction. Peut-être vous avez mis votre article quelque part, vous lui dites ça. Et on envoie l'email à qui? Dans la base en même temps. euh, on envoie l'email à chez Lumiel. Et donc, automatiquement, donc tout est déjà fait. Vous l'automatisez, vous mettez l'objet de votre message, vous mettez le message rapidement. Et s'il y a une pièce jointe à ajouter, vous le faites directement. Et quand vous l'avez configuré, vous laissez là et vous activez l'automatisation. Donc, c'est un outil très complet. J'ai bien envie de switcher rapidement. Le temps est tellement passé. Putain. C'est un outil tellement complet que vous pouvez faire tout à l'interne. Je vais m'arrêter là. Vous allez me dire, je vais passer rapidement à un autre outil, à Glide, pour qu'au moins on touche du doigt à Glide. Glide aussi, vous pouvez, c'est Glide Apps, d'accord? GlideApps.com, vous avez l'interface, vous pouvez aller sur glideapps.com et vous allez pouvoir le faire. Je vais vous montrer un truc rapidement. J'ai téléchargé, vous voyez cette base qu'on a fait dans Airtable, cette base de données-là, vous pouvez l'importer. Vous pouvez l'importer et c'est cette base-là. J'ai pris un exemple que je vais amener ici, importer file. Donc, vous voyez, Glide utilise Airtable comme base de données, il utilise Google Sheet comme base de données. Il a aussi sa propre base de données, mais vous pouvez importer une base de données rapidement. Donc, je fais importer CSV. J'ai un CSV là normalement, liste des participants. Euh, je fais upload. Regardez la magie de Glide Apps. J'importe juste une base de données hein, où j'ai mis la liste des participants qui ont fait un truc. Attendez pour voir. Oui. Monsieur Balao, j'espère qu'on aura encore 30 minutes de plus parce que franchement. Oh, ouais, franchement, je pense qu'on aura besoin. On aura besoin d'un peu plus de temps. Ou peut-être aussi qu'on reviendra après sur des aspects beaucoup plus pratiques. Mais Ouais. Oh, yeah. Oh, la connexion aussi, c'est quoi ça?
C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, vas-y. Oh, mince. Vas-y. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? OK, regardez. Voilà la base de données que j'ai importée. J'ai juste fait une colonne ID, j'ai mis le nom, prénom, d'accord, email, type de course. Bon, c'est une base de données d'inscription de personnes, d'accord, pour une course de cheval, d'accord. D'accord. Donc, j'ai juste pris une base de données que j'ai importée dans un outil qu'on appelle Glide et regardez ce qu'il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir automatiquement une application déjà prête, en fait, à être utilisée. Donc, j'ai le layout qui est là. Et donc, j'ai les users. Donc, ça, c'est moi. Je suis user. Et j'ai l'application qui est là. Cette application, vous pouvez le customiser de la manière dont vous voulez, en fait. Donc, c'est un autre outil, no-code, qui vous permet de créer une application que vous pouvez personnaliser et tout. On n'a pas le temps, sinon j'allais rentrer dans une des applications que j'ai créées à mes clients, que je n'ai pas, bon, je n'ai pas publié ça, le client n'a plus finalisé. Euh, est-ce que je rentre dans le compte là? Ah, ce sera chaud. En tout cas, vous avez vu quand même la puissance de Glide. Donc, si par exemple, vous avez votre propre, je sais pas, une base de données, vous avez créé vous voyez tout à l'heure, on a dit qu'on devait faire quoi? On devait faire des articles, d'accord? On devait avoir des articles. J'ai mes articles quelque part là. Euh, j'ai mes articles. L'article est en cours de publication. L'article est publié et tout ça. Vous importez cette base de données là directement dans cet outil. Il vous crée une application déjà préfaite. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête avec ça. Je vais vous présenter un autre outil, d'accord? Qui est encore plus intéressant. Ça, c'est Make. Make, vous pouvez le taper dans make.com, 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 comme ça, ça s'affiche là. Lui, c'est beaucoup plus pour l'automatisation. Ça, c'est beaucoup plus pour l'automatisation et Make fonctionne avec des modules. Donc, quand vous allez créer votre compte, vous allez voir, vous venez dans la partie scénario, d'accord? Vous pourriez créer des scénarios et faire des tests. Je vais vous montrer un peu comment utiliser Make également. J'ai vraiment envie de vous partager plein de trucs, mais cette affaire de temps-là, ça passe tellement vite. Alors, on va voir un exemple très simple, d'accord, d'utilisation de Make. Regardez là, Make, comment ça fonctionne. Quand vous faites cliquez sur un scénario, regardez ici, je fais créer un scénario, vous allez vous retrouver dans une interface comme celui-ci. D'accord? Et à vous maintenant de choisir les outils que vous voulez. Et c'est ça la puissance de l'automatisation. D'accord? Vous pourrez, par exemple, utiliser un module de l'application que vous voulez. Je vous donne un exemple très simple. Je déconnecte ça et je vous le montre. Ça, par exemple, j'ai pris un premier module qui permet de collecter tout ce qui est données climatiques dans une ville. Regardez, par exemple. Lui, il me donne la fonctionnalité de choisir City. Le module s'appelle Weaver. Et donc, si vous créez votre automatisation, euh, pour connecter les outils, il suffit juste de le déplacer. Normalement, il se connecte. Voilà, il s'est connecté. Alors, euh, c'est Disguise. Cet outil, par exemple, j'avais vraiment prévu des cas d'utilisation pour vous montrer réellement comment ça marche, mais alors, supposons que vous êtes là, vous voulez découvrir l'outil, il vous suffira de faire un plus. Vous cliquez sur le plus, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire et quel outil vous voulez utiliser. Alors, moi, je veux collecter les données climatiques. J'utilise un module de Weaver, d'accord? J'utilise un outil Weaver. Weaver, et je fais Get Current Weaver, Get Daily Weaver Forecast, Open Weaver Map, ainsi de suite.
en fonction de ce que je veux faire. Si c'est par exemple de l'automatisation avec Gmail que je veux faire, je vais choisir un module qui utilise Gmail. Je veux faire un watch email avec Gmail, un send email avec Gmail, ou bien je fais show more, d'accord? Je peux choisir également qu'est-ce que je fais avec Gmail. Est-ce que je fais un create draft, un delete email, un mark email read, un modify email labels, un send an email. Donc, ça, il y a une panoplie de fonctionnalités que vous pouvez utiliser en fonction de l'outil que vous voulez utiliser. Il y a vraiment beaucoup d'outils ici présents. Il y a Drive, par exemple, vous faites recherche Drive, vous avez Drive, d'accord? Vous faites, je ne sais pas quel outil vous utilisez. Si vous, par exemple, vous utilisez du WordPress, d'accord? Vous utilisez du WordPress, d'accord? Vous utilisez du WordPress et que vous voulez prendre, par exemple, vous voulez lire un article, d'accord? Vous avez, par exemple, un blog. Vous voulez prendre un article qui est dans votre blog. Vous pouvez faire un watch post sur Drive, sur WordPress. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. D'accord? Je suis parti sur un scénario vide pour vous montrer par où ça commence. Et donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe à l'interne. Webinaire. Donc, je viens sur celui-ci, par exemple, qui est tout simple. D'accord? Le Wave, intégration de données climatiques. Parce que vous collectez beaucoup plus de données. Vous collectez des données un peu par-ci, par-là. Cet outil, lui, par exemple, donc, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est à vous de l'adapter à vos besoins. Ce waiver, par exemple, lui, il est là pour collecter des données climatiques sur chaque ville. Moi, je vis à Dakar. Donc, je prends Dakar. Hein, je vais couper ça, je vais vous montrer. Quand je fais Dakar, en post, je fais round et vous allez voir ce qui va sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il me sort les données climatiques de Dakar. Température, pression atmosphérique, humidité de l'air, couverture nuageuse, sunrise, le début, d'accord? Euh, le lever du soleil, le coucher du soleil, et ainsi de suite. Donc, si moi, j'ai envie d'envoyer cette information, d'accord, j'ai peut-être un Google Sheet dans lequel j'envoie toutes ces informations. Il me suffira tout simplement d'aller, de connecter un Google Sheet. Ça, c'est un routeur, c'est un outil qui permet, c'est aussi un outil à l'intérieur qui permet de partager les données. Donc, je peux envoyer les mêmes informations. Je crois, oui. Oui. Donc, si je veux envoyer cette information dans le Google Sheet, je connecte juste un Google Sheet, d'accord? Je connecte juste un Google Sheet et je lui envoie l'information. Et si je veux envoyer cette information dans un groupe Slack, je fais la même chose. Allons voir mon Slack, d'accord? Nous allons voir, je me suis connecté à mon Slack et nous allons voir l'information qui va sortir rapidement. Vous allez voir que c'est une magie, en fait, ces outils. Je suis dans mon Slack, d'accord? Je vais prendre une ville. Monsieur Balao est au Togo. Je vais prendre Lomé, d'accord? Je prends Lomé. Nous allons prendre Lomé, d'accord? Et on va envoyer l'information de la température de Lomé rapidement. Donc, Monsieur Balao a une équipe, certainement, et vous devez, par exemple, voir la température, le climat, vous voulez collecter des données climatiques. C'est quoi? C'est le Zoom, c'est Zoom là qui rend la connexion comme ça ou bien c'est chez moi? C'est bizarre, hein? Alors, regardez ici. Le climat me dit, j'ai une température de combien? 29,9. D'accord? Donc, fait chaud, hein? Au Togo actuellement, mais légèrement. Donc, j'ai les données climatiques, je veux l'envoyer dans mon Slack, d'accord? Et dans mon Slack, par exemple, j'ai fait une configuration où je dis, par exemple, que la température aujourd'hui est de, et j'ai pris les données climatiques venues de mon outil, et je dis la pression atmosphérique aussi, et je prends les données climatiques. Et vous allez voir, quand je viens dans mon Slack, aujourd'hui, il est quelle heure? 13h53. Quand je viens dans mon Slack, 13h52, regardez, la température aujourd'hui est de 29,9. La pression atmosphérique est de 1012.
Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe. J'ai utilisé un outil que j'ai automatisé, j'ai fait l'automatisation adaptée à mon besoin. Vous voyez un peu la puissance? J'aurais pu, si je devais envoyer cette information dans un groupe Slack ou bien dans un compte Slack, j'aurais pu aller chercher l'information sur Google, aller écrire du test et l'envoyer. Mais avec une automatisation optimale, je peux le faire. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche. J'ai utilisé le Weaver, d'accord? J'ai juste mis la ville, hein. Je n'ai pas codé. J'ai juste mis la ville. J'ai fait OK. J'ai mis un routeur. Le routeur, pourquoi? J'aurais pu enlever le routeur. Et là, je n'aurais pas deux chemins. Le routeur, ça me permet juste d'avoir deux chemins. Un chemin qui me permet d'aller dans Google Drive, d'accord? De mettre l'information dans Google Drive. Et un autre chemin qui me permet d'aller euh, dans Google Sheet, pardon. Et un autre chemin qui me permet d'aller dans Slack. D'accord? Et dans Slack, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque module va vous demander de vous connecter peut-être à un compte. Donc là, je me suis connecté à mon compte chez le miel. J'ai mis là où je veux mettre l'information. Il me dit de sélectionner le type de channel. J'ai dit, OK, je vais choisir dans la liste de mes channels. Donc, c'est... Monsieur Chilumé, permettez que je pose cette question. On a un chemin qui va vers Google Sheet, un autre vers Slack. Est-ce qu'on peut Oui, avoir, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a d'autres chemins qui peuvent peut-être aller vers peut-être Word Office ou peut-être je suis en train de créer mon article dans Word et oui, j'ai oui, oui. besoin d'envoyer directement Oui, ces données-là dans Word. je peux faire par exemple, pour augmenter, d'accord? Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est même pas compliqué. C'est des outils vraiment très simples. Pour créer un chemin, je clique sur plus et il me fait sortir le chemin. Et donc là, je peux choisir un autre outil. Là, je peux mettre par exemple Word. OK. Euh, attends, il n'y a pas Word dans le truc là. Comment on l'appelle là? L'option en ligne là, comment on l'appelle là? Google Doc. Voilà, je fais Google. Doc. Voilà, donc je choisis Google Doc. D'accord? Donc, pendant ce temps, ça veut dire que j'avais déjà créé mon Google Doc. Ah. Regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé lorsque euh, j'ai fait celui-ci, le Google Sheet. Le Google Sheet, je vais l'ouvrir rapidement. Je choisis, alors, je viens dans mon Drive. Regardez le Google Sheet. J'ai créé un Google Sheet que j'ai appelé données climatiques. D'accord? Et je l'ai mis là. Donc ça, je l'avais fait récemment avec les étudiants, c'était la semaine passée, c'est pourquoi c'est là. Vous avez vu, on a fait beaucoup d'essais, on a mis des implémentations. Et donc, vous voyez, j'ai créé ma colonne, j'ai créé les colonnes, j'ai nommé le document et voilà, c'est dans mon Drive, d'accord? Donc, dans l'automatisation là, ça dépend de là où moi j'ai envie que l'information aille. Si je veux que l'information aille dans un Google Doc, ça veut dire que j'ai déjà créé le document et j'ai déjà réservé la partie où l'information ira. Mais il faut que ça soit en ligne. C'est un document en ligne, un Google Doc en ligne. Et j'ai réservé une partie dans le Google Doc où l'information ira se positionner directement. Et pour le faire, regardez ici, je suis dans le Google Sheet. Monsieur, vous êtes là? Donc, regardez ici, le module vous donne toutes les options. Il vous donne tout ce que vous pouvez faire. Ici, j'ai choisi Google Sheet et qu'est-ce que je veux faire dans mon Google Sheet? C'est ajouter une information. Donc, je choisis un module Google Sheet à des rows, d'accord? Et je choisis là où je mets, là où se trouve mon sheet, la feuille, et ainsi de suite. Je mets l'information dans chaque colonne. Regardez, ici, dans chaque colonne, j'ai mis dans la colonne température, les données de température, dans la colonne pression atmosphérique, les données de la pression atmosphérique, les données du cloudiness, les données du lever du soleil, les données du coucher du soleil, ainsi de suite. Et donc, quand je le fais, il, lui, m'envoie les informations directement dans ma base de données. Ça aurait pu, J'aurais pu avoir un document Google Doc, tout ira directement dans ce document-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Donc, C'est parfait, merci. ça, c'est un exemple, rapidement. D'accord? Je vais passer à un autre exemple de trucs que vous pouvez faire. Et donc, le truc, franchement, je n'ai pas le temps de passer sur chaque outil et vous montrer un peu comment ça marche, mais quand même, vous, si avec un peu de curiosité. Et l'autre chose, ce qui est très intéressant avec ces outils, c'est que vous pouvez le faire vous-même. Je vous donne un exemple tout simple. Regardez, je clique sur celui-ci. D'accord? Il me donne un help. Et chaque outil no-code, franchement, ils ont fait de la bonne documentation autour de ça. Ils vous donnent un help. Vous cliquez sur le help, vous avez franchement la manière en fait de vous connecter à l'outil. C'est en anglais, mais vous pouvez faire de la traduction en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Et donc, il vous montre étape par étape comment vous pouvez le connecter. Et si franchement, vous ne vous retrouvez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube que les gars ont fait sur ça. Donc, ce n'est plus des outils tellement compliqués, quoi. C'est vous qui définissez comment vous voulez l'utiliser. Ça, c'est un cas d'usage. Un autre cas d'usage que je tenais vraiment à vous montrer, ça, c'est un autre cas d'usage vraiment très simple. Je ne veux pas rentrer dans des trucs compliqués avec vous. Ça, c'est par exemple, j'ai des emails récurrents de webinaires ou bien j'ai un webinaire qui doit être enregistré sur Google Calendar. Ça, c'est une automatisation vraiment très simple. Je choisis juste un module de Watch Email. Je fais un Watch Email, un Watch Gmail. Bien, si c'est un Watch Email, je vais chercher le module email en fonction de l'outil que j'utilise. Et le Watch Email, lui, il va faire quoi? Il va, d'accord, il va se connecter à mon compte Gmail ou à mon compte, je vais choisir la messagerie, c'est Inbox. Je vais dire, OK, je filtre le message. Le query, c'est quoi? Le query, c'est comment je vais dire, un mot-clé que vous voulez qu'il traque dans votre email. D'accord? Je vais faire un exemple tout bête. Là, par exemple, je vais voir c'est à quel compte c'est connecté, c'est à mon compte email. OK. Je peux, par exemple, je vais mettre journaliste. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe tout à l'heure. Je mets un journaliste. Hein. Il y avait journaliste dans notre titre, non? Je pense. Journaliste. Si je fais ça, vous allez voir, je fais OK. Il va me dire, je vais faire select the first email. Regardez. Vous voyez, tout à l'heure là, les emails qu'on m'a envoyés là. Vous voyez, tous les emails vont venir là. Donc, je peux dire, OK, tu me traques tous les emails qui parlent de journalistes ou bien tous les emails qui parlent de webinaires ou bien en fonction de la spécificité que vous voulez euh, en fait, de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, c'est à vous de voir quel mot-clé correspond exactement qui va vous permettre de traquer l'email correspondant. D'accord? Si j'ai cet email, si j'ai sélectionné le mot-clé, donc j'ai défini le mot-clé qui correspond à ce que je veux faire, d'accord? Je fais OK. Je vais faire un run 11. On va voir l'information qui va sortir. Donc, il me donne l'email, le titre, le subject, les outils pour les journalistes, d'accord, qui commence dans 1 heure. Donc, c'était le dernier qu'il m'a donné. Il m'a donné la date, d'accord, 26 juin à 11h55 qu'il m'a envoyé le mail. Je peux aller aussi voir, est-ce qu'il y a un fichier attaché? Non, il n'y a pas un fichier attaché. Je pense que c'était dans le premier mail, il y avait un fichier attaché. Donc, je suppose, d'accord, que j'ai ce mail-là qui vient et je veux l'enregistrer dans mon Google Calendar automatiquement. Donc, moi, je ne veux plus perdre mon temps, par exemple, à chaque fois que j'ai un email de programmation de webinaire ou bien un truc concernant mon entreprise. Donc, si par exemple, mon entreprise, le mail qui vient chaque fois pour programmer une réunion s'appelle euh, ici, le mot-clé, c'est peut-être réunion hebdomadaire de ICGF, c'est ça, non? ICJF. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. OK. Donc, si c'est ça, je mets le mot-clé et je dis, OK, journée, réunion hebdomadaire. J'insère le mot-clé là et je dis, je personnalise ça. Et donc, automatiquement, à chaque fois que ce mail-là il va se connecter à mon Google Calendar et m'ajouter truc-là. Il va ajouter, comment dire, qu'est-ce que je dis?
il va m'ajouter ce programme-là à mon Google Calendar. Donc, event name, quand je choisis Google Calendar, il va me dire, OK, create un event in détail. Je choisis le compte. D'accord, j'ai choisi mon compte. Je mets event name. D'accord, c'est notre event name tout à l'heure. C'était quoi? Euh, un instant. Les journalistes, non? Ouais, il a pris un autre. Attention. Je vais voir la réponse qu'il a pris. C'est journaliste, hein. Alors, event note. Bon, c'est pas grave. Le subject est là. Le subject est toujours là. Donc, si je veux prendre le nom de l'événement, je prends subject event. D'accord? OK. All that event, no. Start et date. Donc, je peux choisir à partir de la date de l'événement. D'accord? Ou bien la date de, de ma facture. Bon, ça, c'est pas vraiment l'exemple concret. Il fallait que je trouve un email où on a envoyé directement l'invitation. Là, vous allez voir, l'invitation vient souvent avec une date. C'est cette date-là que je mets dans ma date de start et ma date de end. Je vais, il y a souvent, quand on vous envoie une invitation de mail, il y a la date où vous avez l'invitation et la date de départ, d'accord, du call qui vient directement dans votre email. Donc, ce sont ces informations-là que vous cachez. Donc, là, par exemple, j'ai seulement juste cette date-là. Je vais le mettre là, tout simplement, et je vais vous montrer. Donc, quand je vais activer cette automatisation quelque part là, à chaque fois qu'il y aura euh, un email qui va me dire webinaire ou bien réunion hebdomadaire de si, ça va s'ajouter directement à mon calendrier et je n'aurai plus à me tracasser pour le faire. Est-ce qu'on teste ça pour que vous compreniez ou bien, bon, vous allez voir ça après parce que j'ai encore un autre cas que je voulais montrer rapidement. Le temps est parti, hein? Oui, oui, on a un peu, on a encore une dizaine de minutes, donc je pense qu'on peut aller sur le second outil, le troisième outil, je crois. OK. Non, bon, je pense que c'est le dernier outil, hein. C'est peut-être des cas d'utilisation que je Ok, voulais ok, montrer. ok. Là, là encore, par exemple, c'est un autre cas. Bon, j'ai pris vraiment des scénarios très simples pour vous faciliter la vie, pour que vous compreniez rapidement le principe, parce que ça ne sert à rien que je vous montre des trucs compliqués que vous n'allez pas du tout comprendre. Je vais vous montrer un cas tout de suite aussi. Ça, ce cas, par exemple, c'est vraiment un outil, c'est vraiment une automatisation pour prendre, par exemple, tout ce qui est pièces jointes. J'avais oublié de vous montrer quelque chose tout à l'heure. C'est que quand vous faites l'activation de votre Gmail pour lire les informations dans votre Gmail, vous utilisez un module Watch Email, d'accord? Et vous filtrez. Vous pouvez, le query, c'est vous qui définissez en fait le query que vous voulez utiliser. Et Make est tellement intuitif qu'il a mis encore de la ressource pour vous. Donc, regardez ici, par exemple, il me dit here. Donc, si je veux plus d'informations, je clique sur Here. Je clique sur Here, je vais vous montrer. Si par exemple, moi, en fait, je veux collecter juste des emails qui viennent d'un destinataire spécifique, j'utilise juste tout, David. D'accord? Ou bien tout, et je mets le nom de la personne. Si je veux juste que l'email, on me traque seulement l'email qui vient de, je ne sais pas, d'un sujet, par exemple, resto, d'accord? Je mets subject et je mets le nom du truc, d'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Là, par exemple, j'ai pris un cas où le message contient une pièce jointe. Ça, c'est pour, bon, ça, c'est Oui, pour les monsieur, factures. pour que vous parlez des pièces jointes, les journalistes sont souvent soucieux de leur sécurité. Comment traquer les pièces jointes suspectes? Voilà. Donc, par exemple, ici, par exemple, je vais utiliser has attachment qui va traquer, par exemple, les pièces jointes. Et si je le fais, c'est ça que j'ai utilisé. J'ai mis le mot-clé d'abord, c'est que le mail que je veux, c'est que ça contient le nom facture. Ok. D'accord? Et maintenant, je mets le has attachment file name. C'est ça,
c'est l'information, c'est ce qu'on m'a dit de mettre. Donc, c'est du no-code. Moi, je suis bêtement. D'accord? Donc, là, par exemple, phrase attachment, si je suis sûr du type du fichier, je mets PDF. Regardez ici, j'ai mis PDF. Donc, has attachment, ça veut dire que euh, il y a un fichier attaché et le file name est PDF. Toutes les informations sont là. Vous allez voir, je vais vous montrer rapidement. Euh, Regardez, d'accord, regardez. Il dit message avec une pièce jointe, y compris les images intégrées. Donc, pour ça, pour traquer des mails comme ça, vous mettez juste has attachment. D'accord? Maintenant, si le document est un PDF, d'accord, et vous êtes sûr que c'est un PDF, vous mettez file name, PDF. Donc, regardez, ils ont vraiment tout expliqué, hein. Pièce jointe portant un nom donné ou un type de fichier spécifique. Donc, c'est vous qui voyez, en fait, quel type de fichier vous voulez prendre. Si c'est un fichier TXT, un Google Sheet ou bien un fichier Excel qu'on doit vous envoyer, que vous voulez le traquer et l'envoyer automatiquement quelque part, c'est vous qui définissez, vous choisissez ce type de fichier-là. Donc, je mets file name, devoir.txt, c'est un exemple qu'ils ont mis et tranquille. Donc là, par exemple, j'ai fait facture, d'accord? Et j'ai dit que ça doit contenir un fichier. Et j'ai dit encore que ça doit être un fichier PDF. Bon, là, c'est trop, je suis allé trop loin. Donc, je reste juste sur la possibilité que ça soit, qu'il y ait juste une pièce jointe. Et je vais faire the first only. Vous allez voir. Moi, par exemple, j'ai reçu ma facture récemment, d'accord, de LWS pour un site web. Donc, vous voyez, il m'a traqué directement cette facture-là parce que, vous voyez, votre facture est disponible et il m'a mis ça. Donc, c'est la même chose, ça va se passer chez vous si vous faites un tracking de facture. Si vous voulez, je vais envoyer un email de mon téléphone tout de suite et vous allez voir. Vous avez vu le dernier, hein, c'est ça, d'accord? Je vais envoyer un email. Je fais chez lui, ouais, chez lui, Abidjan, facture, formation. Je fais un fichier attaché. Alors, je vais envoyer, je vais tourner, je vais lancer euh, l'automatisation, vous allez voir. Je mets, bon, dans mon message test, je veux mettre facture. Et donc, j'ai envoyé le mail. J'ai envoyé le mail. Vous allez voir. Je fais first email. C'est pas encore parti. Voilà. 5. Je sais pas si il y a le zoom qui marche qui fait que. Alors, regardez, tout de suite, j'ai envoyé un mail. D'accord? Mais est-ce que c'est ça il a pris? Non, il a toujours pris votre facture disponible. Mon mail a tardé à venir. Monsieur Aboujan, il nous reste encore, ils sont finis à 14h15, il nous reste encore Ah, 3 minutes. 3 minutes. Oui, il y a des questions qui sont posées, des questions de savoir est-ce qu'on peut disposer des présentations? Ça, c'est la première question. Et une OK. deuxième question, la question de savoir est-ce que, il y a une protection de données? Monsieur Zoé qui demande comment s'assurer que nos données seront protégées en utilisant ces outils. Alors, concernant la protection des données, franchement, je pense que c'est une question beaucoup plus interne par rapport à vous-même.
tant que vous ne partagez pas les accès de votre compte, c'est comme si vous êtes toujours dans votre compte Gmail, quoi, normalement. Donc, c'est comme si vous faites un transfert, je suppose ici, je fais juste un transfert de mon mail, d'accord, de Gmail à mon Drive. Donc, c'est un outil qui sert de pont entre vous. Donc, tant que ce n'est pas à quelqu'un d'autre que vous avez confié, que c'est vous-même, je pense que ça devrait aller. L'autre chose, vous avez constaté, là, par exemple, j'ai beaucoup de comptes de clients. Vous voyez, j'ai beaucoup de comptes de clients que je m'abstiens vraiment de ne pas aller vraiment dans ces détails, de vous montrer les automatisations qui sont faites pour ces clients-là. Et donc, franchement, c'est un outil qui est réservé à l'interne. Et tant que vous n'êtes pas vous n'avez pas, quelqu'un n'a pas utilisé votre compte, vos données restent, je crois, secret, hein, je crois. Tu vois, jusque-là, euh, moi, en tant que freelance ou bien dans mon agence, je signe juste des contrats de confidentialité avec mes clients. Mais les outils, franchement, c'est comme si vous utilisez normalement votre Gmail ou bien votre Drive. Je ne sais Euh, pas s'il y a... ouais. Malheureusement, nous sommes en contre-temps. Il y a une session qui doit démarrer à 11h15, à 14h15, désolé. Euh, je pense peut-être, chez Lumiel, comme j'en avais discuté avec vous, qu'on aura besoin de revenir, de faire encore d'autres sessions pour en parler. Et puis peut-être on va prendre peut-être Airtable ou prendre, par exemple, le Make2 et prendre peut-être aussi voilà, ces outils-là un à un et passer beaucoup plus de temps pour permettre aux journalistes ou à nos participants de les acquérir. Merci surtout, merci à vous pour ces outils que vous avez partagés avec les confrères. Nous sommes vraiment désolés que nous puissions nous arrêter ici. Merci aussi à vous, Monsieur Chérumel, parce que ça prouve encore qu'on a encore beaucoup vraiment de temps à passer ensemble avant qu'on ne parte, mais on a Effectivement. malheureusement voilà, ce timing qui est très serré. Et merci aussi aux participants qui nous ont suivis depuis le début. La question qui n'a pas été répondue est de savoir est-ce que les participants pourront avoir le PowerPoint de document de présentation. Oui, 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 je vais partager ça avec vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Et Donc, éventuellement, je suis disponible sur les réseaux sociaux, chez Lumière Labaudian, LinkedIn, Facebook, Instagram et tout. On pourra vraiment, et je serai vraiment ravi parce que on est allé dans beaucoup de choses et je vous l'ai euh, dit, franchement, 45 minutes, c'est c'est, très insuffisant. Non, je réalise. On en avait parlé lors de la préparation. On se disait que ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est vu les chaud. préoccupations, là, par exemple, je ne vous ai même pas montré une automatisation de correction de tests, de proposition de rédaction d'articles. Vous voyez, c'est Est-ce, dingue, quoi. est-ce que peut-être que vous aurez du temps dans la semaine, peut-être ce vendredi ou je sais pas, ou la semaine prochaine pour qu'on fasse peut-être un truc de 15 minutes pour revenir dessus pour les participants? On va coordonner ça ensemble. On va coordonner ça ensemble. Et surtout, j'ai vraiment besoin des retours des participants pour qu'on D'accord. voit ensemble sur quoi on se concentre de façon plus objective, en fait. N'hésitez pas à nous écrire sur la vidéo en direct dans le groupe privé sur Facebook ou à m'envoyer un mail ou à l'écrit aussi sur les réseaux sociaux. En tout cas, faites-nous part de vos retours. Et il a hâte, franchement, de savoir est-ce que vous avez appris quelque chose, c'est important, et est-ce que ces outils sont essentiels pour vous? Est-ce que vous aimeriez qu'on aille un peu plus loin? Quelles sont vos attentes par rapport aux outils no-code? Faites-nous part et nous pouvons, je vous le promets, programmer une session qui répond franchement à vos besoins. Merci encore. On va devoir s'arrêter là. Et merci encore à M. Chelumen pour ces outils partagés avec les confrères. Ce fut vraiment un plaisir, un réel plaisir. Et merci. On espère vous avoir encore une fois. Merci beaucoup. Merci, monsieur Valao. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Ouais.